Pour moi, l'écriture, c'est avant tout un travail des sonorités. Ce sont les sons qui créent les images. J'écris à voix haute, pour faire ce que Flaubert appelait son gueuloir, pour avoir le retour son, vérifier sur si les sonorités donnent les images. Je crois profondément que plus on écrit, plus de choses demandent à être écrites. J'ai un peu de mal à comprendre ce que les consoeurs et les confrères appellent l'angoisse de la page blanche. Moi, j'ai l'angoisse de la page noire. C'est trop de choses viennent. La page noire, c'est celle qui est couverte de ratures. Ce qui compte, c'est toujours l'œuvre prochaine, celle qui a besoin de moi. Bonjour, je reçois avec joie Didier Van Covelart pour parler de son dernier livre paru aux éditions Albin Michel, Impasse des rêves, l'impasse des rêves. Mais avant ça, je te propose un petit quiz. Oui. Es-tu capable de me dire, s'il te plaît, combien de romans tu as écrits? Pas vraiment, je dirais aux alentours de 50. Non, pour faire rond. 34. Non, c'est pas D'après possible. Wikipédia, 34. Mais c'est pas tout. Comme si Wikipédia était fiable. Ah, mais attends, est-ce que tu peux me dire combien d'essais tu as écrits? 6, 7 7. Ah, Pas mal. Combien de pièces de théâtre? alors, des pièces de théâtre jouées, il y en a eu 6, je crois, 7. 6. Et, plus le Passe-Muraille. Mais exactement, qui est Voilà. une comédie musicale. Hein. Et avec Michel Legrand, avec qui on a fait Dreyfus aussi en opéra. Et puis, il y a encore plein de pièces qui attendent. On aura une la saison prochaine. Plus un opéra inédit, écrit avec Michel Legrand aussi. Il y a des choses à la cave et dans l'arrière-boutique. En tout cas, à ce quiz, tu avais 2 réponses justes sur 3. Ben, c'est pas si mal, mais en tout cas, quelle fertilité. C'est énorme quand Et même. encore, là, on parle de choses publiées, mais il y a encore dans mes tiroirs tous les romans d'enfance et d'adolescence que j'envoyais chez les éditeurs et qui me revenaient quand ils revenaient. Quoi. Mais alors, à quoi ressemble ce tiroir? Donc, un écrivain consacré, effectivement, peut avoir un tiroir avec soit des œuvres encore en gestation, soit des œuvres finies et pas encore publiées, ou des œuvres anciennes. À quoi ressemble ton tiroir? C'est un bazar innommable que la pudeur et un restant de fierté m'interdisent de préciser plus avant. J'ai des manuscrits dans des cagettes. Il y en a qui ont été victimes d'inondations, qui ont été attaqués par les souris. Tout ça est entreposé à la campagne dans un endroit que j'espère maintenant un peu plus sûr. Mais tout est là, mais pas dans son intégralité. Dirons la faute aux souris et aux dégâts des eaux. Ben, des souris qui aiment la littérature, c'est pas mal. Oui. Et dans cette espèce, tu décris ça comme un fatras, quelle est la proportion de textes que tu aimerais voir publiés? Ça, c'est des questions de joker. Parce que le problème, c'est... Je ne vais pas me plaindre d'avoir trop d'idées, mais je crois profondément que plus on écrit, plus de choses demandent à être écrites. J'ai un peu de mal à comprendre ce que les consoeurs et les confrères appellent l'angoisse de la page blanche. Moi, j'ai l'angoisse de la page noire. C'est trop de choses viennent, c'est pas bon, ça doit être refait. La page noire, c'est celle qui est couverte de ratures et qu'il faut après reblanchir en recopiant ce qui mérite de l'être et en oubliant le reste. Mais ce qui compte, c'est toujours l'œuvre prochaine, celle qui a besoin de moi. Les manuscrits déjà faits. Alors, périodiquement, les éditeurs me demandent. Il y a une proposition, celle-là, elle est assez tentante. C'est les éditions des Saint-Pères qui publient des livres magnifiques, des manuscrits d'auteurs en très belle édition, avec lorsque, comme moi, l'écriture n'est pas très lisible, la traduction dactylographiée. Mais j'ai la chance de pouvoir encore présenter des manuscrits. C'est de plus en plus rare. Les étudiants en lettres s'arrachent les cheveux parce qu'il y a plus de travail d'archéologie littéraire qui permet de voir les repentirs, les ratures, les différentes versions et les quelques thésards qui se sont intéressés à mon œuvre se sont régalés, disent-ils, d'avoir justement tant de matériaux papier où on voit mes hésitations, mes
les différentes pistes, les différentes couleurs qu'aurait pu prendre tel ou tel texte. Et puis il y a les petits bonus, je dessine dans les marges, quand il reste des marges. L'inspiration se nourrit aussi de temps apparemment perdu, gâché, détourné. Tout ça, les pages de manuscrit le racontent. Donc, je me dis toujours, bon, après ma mort, il sera toujours temps, peut-être, d'exhumer les choses. On verra. Enfin, je laisse avis aux amateurs. Je laisserai du matériel. Mais c'est intéressant parce que tu parles là de ce qu'on peut appeler l'archéologie des manuscrits. Et on voit à quel point, comme tu le décrivais, c'est passionnant parce qu'on entre dans le processus créatif de l'auteur. Et en particulier, il y a eu à la Bibliothèque nationale cette exposition sur les manuscrits de Marcel Proust, avec ses ajouts invraisemblables, ses collages qui étaient faits par sa gouvernante Céleste Albaret. Et cette archéologie des manuscrits, elle est tuée par les supports électroniques, parce que maintenant, il n'y a plus vraiment de manuscrits, donc tu fais partie des derniers auteurs. On perd la mémoire, ouais. Et encore, bon, je ne suis pas exempt de concessions. C'est vrai qu'autrefois, lorsque mes pages manuscrites devenaient presque plus lisibles, même par moi, parce qu'il y avait trop d'ajouts dans tous les sens, et j'avais beau prendre différentes couleurs pour me repérer un peu en disant lire le vert avant le rouge et après le violet, quoi. Je recopiais à la main. Là maintenant, je prends l'ordinateur et je saisis, j'imprime et je retravaille dessus. Donc mes manuscrits sont un peu hybrides. Et j'en ai profondément honte, mais voilà, j'ai beau résister autant que je peux. On fait aussi partie de son époque, et à un moment donné, il faut un minimum de concessions pour pas, j'allais dire être largué, mais c'est pas le mot, pour ne pas être à une autre vitesse de défilement, tant qui créerait un trop grand fossé. Il y a déjà en moi suffisamment de nostalgie, non pas le côté c'était mieux avant, mais côté c'était en tout cas plus riche avant, plus nuancé, on vit dans une époque d'accélération tous azimuts, d'inculture galopante, de paresse intellectuelle, encore renforcée évidemment par l'intelligence artificielle qui cause des ravages terrifiants dès les premières utilisations. C'est mesuré dans le cerveau par le MIT, Institut Technologie de Massachusetts. Donc, il faut à la fois, quand on a la chance d'avoir été formé sur le papier, sur l'écriture, voire même la calligraphie à l'école, même si après elle se détériore, on sait très bien par l'imagerie cérébrale que les zones qui sont sollicitées lorsqu'on écrit à la main, qu'on soit droitier ou gaucher, sont infiniment plus nombreuses dans le cerveau que lorsqu'on fait le geste de taper à la machine ou de saisir, qui est un geste beaucoup trop récent. Tandis que le geste de tracer des images mentales avec les mains, ça a commencé dans les grottes préhistoriques. Donc ça, c'est l'ensemble du cerveau, du corps, du cœur, de l'intestin, enfin tous les sièges de l'intelligence, puisque tout n'est pas dans le cerveau, sont habitués à fonctionner avec ces terminaisons digitales au sens de doigt, pas de numérique. Donc évidemment, on perd des connexions, des associations d'idées, des nuances d'imaginaire, on perd énormément de choses, et je m'en rends compte lorsque, par exemple, je me retrouve sans papier, sans stylo dans un avion, chose qui arrive. Du coup, j'ai l'ordinateur, je dis bon, ce que j'ai en tête, je l'écris là maintenant, mais c'est un calvaire parce que d'abord, je suis obligé de mettre entre crochets des tas de choses qui sont des possibilités, mais ce ne sont pas les points de repère habituels, et je fatigue beaucoup plus vite. En plus, l'écran fatigue beaucoup plus vite, donc c'est très important pour moi de ne pas perdre la manière dont j'ai commencé à écrire il y a 60 ans à peu près, enfin un peu moins non, mais bon, plus de 50 ans. Donc voilà, tout en s'adaptant, évidemment. On ne va pas aujourd'hui, quand je travaille pour le cinéma, à donner des pages manuscrites. Bon, il faut bien aller sur les logiciels qui sont compatibles avec les leurs, mais
que la concession soit toujours réservée à, comment dire, à une meilleure compréhension entre les partenaires sur une écriture. Mais quand on est tout seul, essayons de rester avec ce qui est notre base de départ. Les deux jeunes auteurs qui ont commencé à écrire directement sur ordinateur peuvent tenir le même discours que moi, parce qu'ils ont leur base. Ils ont une arborescence numérique dans la tête que je n'ai pas du tout. Donc ça peut être très bien aussi. L'essentiel, c'est que ça les garde fertiles sans les rendre malheureux, quoi. Mais cependant, quand on t'écoute, dans les propos que tu viens de tenir, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est pas forcément pessimiste, mais nostalgique et vaguement décliniste, comme on dit. Et ça ne correspond pas au style de ce que tu écris, qui est plein de vitalité. Oui, non, je ne suis pas du tout décliniste, parce que justement, l'intérêt de ces nouvelles propositions de confort, de facilité, de rapidité que nous propose l'informatique, l'IA et tout ça, ce sont des défis, justement, pour conserver toute la richesse de notre fonctionnement cérébral, affectif, de notre imaginaire. Donc c'est au contraire excitant. Donc je ne suis pas du tout un décliniste qui dit c'est foutu, donc conformons-nous aux normes en vigueur et oublions le reste. Pas du tout. Je me conforme à un minimum vraiment très, j'allais dire syndical, mais vraiment de concession à ce niveau-là. Et puis voilà, ce qui compte, c'est de raconter des histoires. Déjà, c'est de sortir de soi ce qui nous obsède, ce qu'on a besoin de partager, de le mettre en forme de la manière la plus satisfaisante possible au niveau artisanal de l'écriture, qui est si important pour moi, au niveau des sonorités, des imageries, et puis le partager le mieux possible, de la manière la plus simple, partager de la manière la plus simple possible dans l'expression les choses les plus complexes. Ça a toujours été mon objectif en littérature. Donc tout ça me rend tonique et toujours aussi excité à l'idée de l'effort que va me demander de sortir un texte de ma tête. Si cette conversation vous donne envie d'écrire ou de reprendre un projet laissé de côté, sachez que j'ai créé une lettre d'information, une newsletter pour vous accompagner. Une lettre gratuite dans laquelle je partage chaque semaine avec vous des conseils d'écriture concrets. Comment trouver la bonne idée et en faire une véritable histoire, creuser ses personnages, créer des univers. Ces clés, je vous les offre par courriel. Inscrivez-vous via le lien au-dessous de cette émission. Alors, dans les choses que tu peux avoir le besoin de partager, comme tu viens de le dire, il y a quelque temps, jadis, ou pas naguère, mais jadis, il y a eu cette forme de communication que tu voulais explorer avec les défunts. L'intérêt pour le paranormal. Alors, ça paraît bizarre que je pose cette question à propos de ton dernier livre, L'Impasse des rêves, mais on va voir qu'il y a quand même un rapport. Qu'est-ce qu'il t'est resté de cette période-là où tu t'intéressais à ces questions mystérieuses ? Tous les écrivains que nous admirons s'y sont intéressés. Comment ne pas s'intéresser à ce qui est le plus universel de tout, c'est-à-dire la mort. Et est-ce que la mort est une fin en soi ? Est-ce que c'est le début d'autre chose ? Est-ce que c'est une autre manière de communiquer ? Je ne me suis pas intéressé à ce sujet, c'est ce sujet qui s'est intéressé à moi. Parce que j'ai connu très tôt la mort autour de moi, dans mon enfance, avec l'évidence que peuvent avoir les enfants. J'ai tout de suite compris que la vie n'avait aucun intérêt si c'était juste ce passage physique qui se terminait comme ça. Donc il y avait d'autres objectifs, il y avait d'autres... parce qu'on voit très bien comment fonctionne la nature. Moi qui suis j'ai toujours été fou des arbres et de la fausse immobilité, du faux silence du monde végétal, de toutes ces manières extraordinaires de communiquer qui sont mises en œuvre, de la manière dont la mort prépare la vie toujours, dont la vie naît de l'humus, dont
les arbres morts ensemencent les forêts à venir. Toutes ces choses qui sont des évidences, qui ne peuvent pas se cantonner simplement au règne végétal, soyons sérieux. L'immortalité est à la base de tout, de l'évolution, puisque au départ, il y a des cellules qui se clonent, donc qui sont immortelles. Et puis, les bactéries initiales, 4 milliards d'années, voilà, ça se clonait. Puis un jour, ça choisit autre chose. Ça choisit, au lieu de ce principe de la photocopie, du clonage, ça choisit la reproduction sexuée. Et donc la mort. Donc ça, c'est un progrès. Alors je ricane doucement, enfin plus trop doucement, parce qu'il faut élever le niveau sonore aujourd'hui, avec les transhumanistes qui présentent tout à coup la victoire contre la mort. C'est extraordinaire. Ouais, c'est ça, comme il y avait une quinzaine d'années, tout le monde s'excitait sur le clonage humain. La victoire de l'évolution merveilleuse. Alors que c'était il y a 4 milliards d'années, le clonage. L'évolution, ça a été d'abandonner le clonage. Et là, bref, rentrons pas dans ce vaste débat, mais la mort a jamais été pour moi ni une ennemie, ni un sujet à passer sous silence, parce que les sujets qu'on passe sous silence sont ceux qui vous font le plus de mal à l'intérieur. Et puis, la première fois où j'ai vraiment abordé le sujet, c'est dans La vie interdite. Oui. Mon roman où un quincaillier d'Aix-les-Bains meurt à la première phrase et raconte tout ce qui se passe après, alors que lui, au départ, il ne croit pas du tout à une existence après la mort. Et donc l'intérêt pour moi est toujours d'avoir un point de vue contraire à celui de la situation que subit le personnage, et de manière à avoir un horizon un peu plus vaste qui va s'ouvrir. Mais voilà, il y a eu ensuite des communications avec intuitives ou réelles, je ne sais pas, mais je n'ai pas besoin d'être certain. Je pense qu'une part de mystère et de doute est absolument indispensable au développement de tout être humain et à la richesse de notre imaginaire, de notre affectivité. Est-ce que des phénomènes indéniables dont j'ai été le témoin, parfois le complice, l'acteur, sont provoqués par l'au-delà ou par notre cerveau qui, pour se donner des preuves de la survie des gens qu'on aime ou de ce genre de relation, peut arriver à créer ça. Il y a les expériences qui ont été faites avec le prix Nobel de physique Brian Josephson, par exemple, où les fameuses voix paranormales qui s'enregistrent sur des magnétophones et qu'on qualifie de témoignages de l'au-delà, et bien là, il y a des gens qui se sont concentrés pour que s'impriment sur une bande magnétique des phrases, et elles se sont imprimées. Donc, voilà, il faut toujours avoir... moi, je suis cartésien au sens... Parce que moi, j'ai lu Descartes, contrairement à ceux qui prennent le mot cartésien comme synonyme de matérialiste. Et la définition du doute, selon Descartes, c'est douter de tout, y compris du bien fondé de ce doute. Et Descartes, qui est l'un des premiers à avoir écrit sur le pouvoir de la pensée et de l'état d'esprit sur les événements ambiants, notamment à travers ses analyses sur les jeux de hasard. C'était un grand joueur et il avait remarqué que chaque fois qu'il était de bonne humeur, qu'il avait le cœur léger, il gagnait. Et il en a tiré il y a des lettres à la princesse Palatine extraordinaires où il développe justement ce rapport entre la joie de vivre et son incidence sur les événements qui nous arrivent. Est-ce que la joie de vivre te fait mieux écrire ? Oui, spontanément, mon sourire répond oui. Parce que ça n'est pas juste un contre-pied par rapport à tous ceux qui parlent de la souffrance d'écrire. Bien sûr, il y a une souffrance d'écrire, sinon ça ne serait pas intéressant. Passer des heures à chercher le mot, la phrase qui convient, douter en plein cours d'un roman de son bien fondé, de la nécessité de le mener à terme, ça m'arrive comme tout le monde, et heureusement, parce que sinon,
on serait des machines à écrire, ça reviendrait à ces gens, ces auteurs qui pensent que le meilleur des livres ne peut être écrit que par l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, non, l'écriture, une vraie écriture, un vrai livre, procède du tâtonnement, de ce choc toujours des contraires entre une idée très précise de ce à quoi vous voulez arriver et les chemins que vous prenez qui apparemment vous perdent en route, mais c'est en se perdant qu'on va retrouver le vrai chemin. Il y a une formule qui m'est venue un jour, je commence enfin à comprendre ce que veut me dire mon livre. Et ça, c'est longtemps, après au bout de quelques mois d'écriture, où on se met à comprendre pourquoi c'était si important d'écrire cette histoire à ce moment-là, alors qu'il est rare que je parte de moi, même dans l'impasse des rêves, où je parais très présent. C'est pas moi qui suis le sujet, c'est une femme dont j'essaie de comprendre les motivations, les raisons de cœur et de raison qui font qu'elle commet tel ou tel acte ou pas. Donc je me mets en scène en tant que point de vue. Mais le but est de savoir pourquoi il est si important pour moi d'écrire souvent une histoire qui ne m'est pas arrivée et qui arrive à des personnages qui ne sont pas moi. Et l'enjeu me paraît plus important que si je racontais quelque chose de profondément intime ou douloureux qui m'est arrivé. Ça fait vraiment partie de l'aventure du romancier. Cela dit, si j'ai commencé en parlant de cet intérêt pour le paranormal, ces phénomènes que nous expliquons mal pour toutes sortes de raisons, c'est parce qu'il m'a semblé que dans beaucoup de tes œuvres, et en particulier dans l'Impasse des rêves, eh bien, il y a beaucoup de hasard, je mets hasard entre guillemets d'une certaine manière, de coïncidences, de ce qu'on appellerait des synchronicités. Et l'impasse des rêves commence par ça, par le hasard qui fait que un manuscrit envoyé à une maison d'édition et refusé par elle, renvoyé à cet auteur, il y a une erreur, et en réalité, on intervertit de manuscrit, et c'est un autre auteur qui reçoit ce livre. Je ne sais pas si je l'ai bien... si c'est bien oui, c'est-à-dire qu'un jour, l'auteur qui me ressemble assez, cet écrivain en herbe de 20 ans, qui est habitué à recevoir le retour de ses manuscrits avec une lettre type. Nous avons lu avec intérêt, mais malheureusement, votre texte ne rentre pas dans notre ligne éditoriale. Et là, un manuscrit revient avec la même lettre type, sauf qu'elle commence par « Chère Madame ». Et le roman s'appelle « Je te tuerai dimanche prochain » et il est signé Anaïs Forge. Donc, évidemment, oui, ce hasard, cette erreur de secrétaire, cette inversion d'enveloppe, fait qu'il se trouve à lire par curiosité, par un texte dans lequel il est immédiatement happé, parce qu'il tombe instantanément amoureux de l'héroïne, ou de la romancière, ou de l'alchimie entre les deux, et il est captivé et effrayé par le fond du livre, qui est l'histoire d'une jeune femme persécutée moralement et physiquement par son mari, et qui derrière une façade idyllique, et qui tient bon pour ses deux filles, pour leurs jumelles, qui tient bon en travaillant tout le temps dans un projet de meurtre très précis. Est-ce qu'il est sérieux ou pas? Est-ce que ce texte est un roman totalement inventé, me demandais-je, ou bien est-ce que je suis, en lisant cela, le complice virtuel d'un projet de meurtre plus ou moins sérieux, mais parfaitement décrit, dont je serais apparemment le seul informé? Parce qu'il s'est passé un truc à l'ouverture de ce manuscrit qui est... Alors, vous parliez de synchronicité qui sont, telles que les décrit Jung, des hasards signifiants. En fait, une manière dont souvent notre inconscient semble provoquer des événements destinés à nous faire réagir de telle ou telle manière, de faire prendre conscience de choses. C'est une manière qui évidemment ne peut que toucher les romanciers. C'est l'idée que
Comme disait Bergson, la conscience déborde le cerveau de manière à faire se produire des choses. Mais là, c'est pas forcément le cas. Ça, c'est un hasard administratif qui fait que, il se trouve que ce roman, tout à coup, me parle terriblement, m'attire, me pose cette question, est-ce que c'est vrai ou pas? Qu'il n'y a pas de numéro de téléphone sur le manuscrit, il y a juste une adresse. Et la curiosité est telle que je finis par prendre ma voiture pour aller sur place. Et l'événement supplémentaire, au moment où je tombe sur ce manuscrit, c'est que je découvre qu'il n'a pas été ouvert par l'éditeur. Comment je le sais? Il y a des cheveux collés. Oui. Vous voyez, sur la tranche du livre. Et ça, c'était un conseil que donnait Jean d'Ormesson à Apostrophe, qu'à l'époque, j'avais entendu, au tout début des années 80, fin des années 70, et qui disait, si vous voulez être sûr d'être lu, collez des cheveux sur les... Si le manuscrit vous revient à toujours les cheveux, ça prouvera que si on refuse votre texte, ça n'est pas parce qu'il n'a pas été aimé, c'est parce qu'il n'a pas été ouvert. Anaïs Forge, cette jeune romancière, elle a écouté d'Ormesson visiblement, elle a collé des cheveux, ils sont toujours là. Moi, en ouvrant, j'ai fait sauter les cheveux. Donc, j'ai une bonne nouvelle à lui annoncer en même temps, qui est une des raisons pour lesquelles je prends la route, avec évidemment cette immense curiosité, cette idée, évidemment à l'époque, aujourd'hui, que ferait un auteur? Il chercherait s'y aller sur les réseaux sociaux pour voir sa tête. Est-ce qu'elle ressemble à son héroïne? Et est-ce qu'elle est aussi belle, fragile, vulnérable et forte à la fois? Est-ce que... Voilà, ce fantasme qui est monté en puissance tout au long de la lecture nécessite ce déplacement vers elle. Et alors là, quand il arrive, alors disons il, pour ne pas dire tout le temps je, lorsque cette délégation de moi-même, dirons-nous, arrive à son adresse, d'abord, elle est le portrait craché de son héroïne. Elle n'a pas raté sa description. Et puis, la maison, il la reconnaît tout de suite. C'est le décor exact du roman. Au bout d'une impasse, et qui s'appelle l'impasse des rêves. Oui, la maison s'appelle l'impasse des rêves. Et il y a une voix dans la cuisine qui dit « Qui est-ce » Eh ben, c'est rien, chérie, c'est pour moi. Ok, elle est mariée aussi dans la réalité. Et puis, il y a un bruit d'enfants qui jouent. Et les jumelles aussi, donc, sont autobiographiques. Alors, est-ce que la situation de cette femme qui serait battue par cet homme et qui fomenterait ce projet de meurtre, est-ce qu'elle est vraie aussi? C'est tout le suspense du livre qui commence à partir de là. Et il y a une mécanique implacable et un peu explosive qui se met en route, parce que le mari en question, évidemment, n'a pas lu le livre. D'abord, il n'est pas au courant. C'est à cause du fait que ce gars débarque à l'improviste avec un manuscrit pour procéder à l'échange qu'il découvre que sa femme a écrit un livre. Et naturellement, il fait comprendre, ne lui dis pas le titre. Je te dirai dimanche prochain. Donc, il se retrouve dans une situation en porte-à-faux terrible avec ce mari qui, à la fois, qui est un chirurgien, maire de la commune en Haute-Savoie, qui est un type très fort, avec une froideur sympathique, ces hommes politiques qui serrent les mains sur les marchés avec ce mélange d'automatisme et de feinte empathie. Et puis on sent qu'il a flairé quelque chose entre tous les deux, qu'il n'est pas dupe, qu'il s'imagine des choses, que peut-être que ce retour de manuscrit est un stratagème fait par deux amants. Enfin, je me retrouve au milieu de ces deux êtres dans ce jeu-là. Comment ne rien saccager, en plus avec je ne sais toujours pas si ce qu'elle dit dans son livre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fabriqué. Donc voilà, d'où la force de cette situation constamment en porte-à-faux, dans un mélange de méfiance, d'incertitude, de séduction entre ces deux jeunes, et sous le regard du mari, et puis qui est le plus pervers des deux, qui a le pouvoir sur l'autre. Oui. Et il se fait cette réflexion à un moment donné, il dit, mais c'est peut-être elle, de toute façon, qui a la main, parce que, qu'il soit ou non son bourreau, elle a fait de lui son sujet. Et alors, il y a quelque chose qui est très
étonnante du point de vue du lecteur quand on lit ce livre. Alors d'abord, cette idée, d'un roman qui est le brouillon d'un meurtre. C'est un petit peu comme les architectes, tu sais, qui font une espèce d'esquisse avant de bâtir l'immeuble. Ben là, elle a fait l'esquisse de son meurtre et ça ressemble vraiment à un projet. Et alors, ça tient en haleine. Ça tient en haleine parce qu'on se dit, mais... et tu sèmes le doute. On va reparler du doute après, parce qu'il y a une puissance du doute dans ce livre-là, comme un poison, et qui est sans doute un instrument littéraire dont on reparlera. Mais il y a ce doute à tout instant. On se dit, mais est-ce que c'est le personnage, le narrateur, donc Didier Van Covenart apparemment, qui se fait des illusions? Est-ce qu'elle le manipule? Il y a toutes sortes, il y a un millefeuille d'incompréhension, de doute, et j'allais dire de duplicité dans tout ça. Oui, et quand on sème le doute, on récolte des tempêtes. Si, et oui, bien sûr, et il y a cette interrogation tout le temps, donc évidemment, il faut en dire le moins possible, parce que je vois bien les journalistes qui me disent surtout, on dit rien, parce qu'il y a des lecteurs qui ont lu le livre qui me disent surtout, parce que c'est vrai qu'il y a un plaisir d'être embarqué, je manipule un petit peu, bien sûr. Il y a mes lecteurs, c'est un roman, c'est un dialogue entre ses lectrices, ses lecteurs et soi-même, et puis et un dialogue qui fait que j'aime les entraîner ailleurs. Et j'adore quand les gens assez souvent relisent après, quand ils se sont fait avoir, ils reprennent le bouquin pour se dire et pour essayer de me prendre en défaut. À un moment, je les ai roulés dans la farine, ou est-ce que j'ai pas dit un truc? Et en fait, là, je dévoile un peu des secrets de fabrication, mais généralement, il suffit de déplacer légèrement l'attention, c'est-à-dire de les intéresser à autre chose, tandis que se passe un événement ou un détail qui ne juge pas intéressant au moment où ils le lisent, et qui, en fait, est une piste essentielle pour la suite. Et alors, parfois, ils vont se souvenir de ce détail-là, parce que je le réactive un petit peu plus tard. Et voilà, c'est l'idée de semer, pas seulement du doute, mais aussi des indices, c'est tout ce travail d'écriture que j'adore. Quand je parlais d'artisanat, c'est vraiment du travail sur le fond et la forme, qui est passionnant à faire. Et il y a vraiment une forme de virtuosité dans cette manière comme on dirait maintenant, de gérer, j'aime pas ce mot, mais de gérer les fausses pistes, les impasses dramaturgiques, et quelquefois un personnage secondaire devient un personnage essentiel, comme cet avocat, un tocard en fait, Luc Ozoir. Il n'est pas résumable à cette apparence de tocard. Oui. Il est présenté comme ça au départ. Oui, mais tout ce que j'aime, c'est amener ceux qui me lisent à revenir sur leur idée première que je leur ai proposée. Parce qu'on a tous tendance dans la vie à trouver quelqu'un qui a à coup un comportement un peu ridicule ou tout ça, en déduire, c'est un tocard, c'est un crétin, et après on découvre tout ce qu'il y a derrière cette apparence, tout ce qu'il y a au niveau parfois des gens qui font exprès d'avoir l'air insignifiants, sans danger, et qui se révèlent des manipulateurs terribles. C'est peut-être le cas de cet homme qui est l'ami d'enfance, l'amoureux transi d'enfance d'Anaïs, et qui n'a jamais abandonné la proximité, c'est-à-dire il s'est arrangé pour... quand elle s'est mariée, cherchait une maison, et il a trouvé à côté de la ferme de ses parents, une maison enfant. Donc oui, hop, il en a fait sa voisine. Et puis après, tout le déroulement de l'intrigue va faire que son lien avec elle va être encore renforcé parce que il est avocat et qu'elle va avoir des ennuis avec la justice. Et voilà, il faut se méfier toujours des eaux qui dorment, et qui peuvent devenir des torrents et vous emporter au hasard ou dans des endroits bien précis. En tout cas, je vois un personnage qui incarne bien cette maîtrise de l'intrigue et cette façon de dire au lecteur, je vais vous emmener là où vous ne savez pas que je vais vous emmener. Oui, parce qu'on le prend pour un figurant, un clin de passage, on le voit une autre fois dans une poste d'observation, et puis après
voilà, c'est tout. Je dirais, c'est l'instinct et le savoir-faire du romancier de ne pas sortir d'un chapeau quelqu'un dont on a besoin à un moment donné. Il faut avoir préparé avant, hein, sans que le lecteur s'en doute. Alors, en tant que lecteur, justement, moi, à un moment, j'ai eu un problème. Parce que ce personnage qui est victime de cette interversion de manuscrit, donc en apparence, c'est toi. Mais quand il y a cette histoire de brouillon de meurtre, ces relations avec le mari, on se dit, mais c'est pas Didier Van Coverlaert. C'est pas possible. Est-ce qu'on est dans de la fiction ou est-ce qu'on est dans une espèce de morceau d'autobiographie? On se dit, bah non, c'est pas possible, il n'est pas allé dans cette histoire-là. Alors, pardon, oui. Non, mais attends, parce que moi, je vais te dire, j'ai continué la lecture et toujours ce trouble. Et à un moment, tu cites les livres écrits par cet auteur, tu cites ses éditeurs, tu racontes ses difficultés de négociation avec différentes maisons d'édition. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis allé à la fin, parce qu'à la fin, il y a ta bibliographie, et tout correspond. Donc, est-ce que c'est toi, ce personnage? Ça fait partie de ce qu'il ne faut pas dévoiler dans le livre. Je pense à un peintre qui répondait à ce même genre de questions en disant, mais comment vous faites un tableau si saisissant? C'est quoi qu'est-ce qu'il y a dans vos couleurs? Et il dit, mais non, je ne vais pas vous dire ça, c'est un pigment du commerce, ça c'est un pigment, c'est des couleurs que j'ai fabriquées moi-même, ou ça, ce rouge-là, c'est mon sang que j'ai glissé dans la palette. Il y a ça dans ce roman. Il y a des choses qui me sont arrivées, des choses qui auraient pu m'arriver et qui sont restées au niveau du fantasme ou de l'échec. Et puis il y a des événements annexes qui se sont intégrés là-dedans. Mais en aucun cas, je ne briderai le plaisir des lectrices et des lecteurs en leur disant alors ça, c'est pas vrai, mais ça, c'est vrai. Non, le but d'un roman, c'est que tout soit traité de la même manière. Ce qui provient de l'imaginaire, ce qui provient de la mémoire, ce qui provient de l'expérience, ce qui provient de ces zones inexplorées entre justement les trous de mémoire et les réparations que fait l'imaginaire. De toute façon, soyons clairs, ce qu'on appelle la mémoire est déjà un mensonge, une reconstruction. Prenez une scène qui a marqué votre vie, qui s'est passée il y a 15 ans ou il y a 3 mois, déjà vous la racontez différemment. Parce que ou bien ça vous arrange, vous avez envie d'embellir votre rôle, de noircir quelqu'un d'autre, ou le contraire, de vous noircir pour idéaliser, cristalliser quelqu'un. Voilà. La vérité du romancier n'a rien à voir avec l'exactitude des faits. Elle procède d'une alchimie entre l'intuition, les faux-semblants, le jeu des masques et l'authenticité, les réalités trompeuses et les fictions révélatrices. Je procède de tout ça. Donc ce que j'adore, en conclusion, c'est quand les gens, après m'avoir lu, me disent « Alors là, ça, tel passage, ça ne s'invente pas. » Et quand justement, je réponds « Rien, bon, suivant les cas, mais oui, ça, je l'ai inventé. » Et inversement, quand on dit une telle chose, voilà, ça, on sent que vous avez une imagination incroyable. Et puis, non, c'est la vie qui a eu cette imagination, c'est pas moi, et moi je raconte juste. Donc, ça fait partie déjà des grands mystères, des grands plaisirs, des grands travaux de la vie d'un romancier. Donc, on ne va pas cataloguer en vrai ou faux. Un roman, ça n'est pas un quiz. Alors, je ne suis pas sûr d'être satisfait de cette réponse, mais après tout, le plaisir de la lecture vient de la frustration du lecteur, soigneusement entretenue par l'écrivain, donc félicitations. Et je retiens de ce que tu viens de dire que dans ce livre, il y a donc, comme sur une peinture, des pigments artificiels et un peu de ton sang. Oui. Alors, parlons un peu de ton sang, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'inventer, comme tu viens de le dire. On croise... Parce qu'en fait, on entre, à un certain moment, c'est très intéressant, hein, dans ce qu'on appellerait au foot, on parle de mercato. Et là, on parle du mercato de l'édition, cette espèce de
tension psychologique de l'auteur qui a envie de changer de maison d'édition. Alors ça pourrait être de la fiction pure, mais on retrouve toi, l'auteur, publié aux éditions du Seuil, qui va passer chez Albin Michel, mais tout ça, c'est du documentaire, là, c'est plus de la fiction. Non, mais si, il y a aussi une reconstruction de la réalité, même sur des faits, en l'occurrence réels, sauf que c'est pas du tout un auteur qui a envie de changer de maison d'édition, c'est la maison d'édition qui change de patron et qui tout à coup change d'âme. J'allais dire perdre son âme, mais bon, soyons pas excessifs, d'un coup, on ne reconnaît plus. Et puis, il y a une personne, pour moi, les éditions du Seuil, c'est Jean-Marc Roberts, c'est l'éditeur, mon premier éditeur, celui qui a cru en moi, qui m'a fait confiance, avec qui j'ai eu des rapports extraordinaires d'échange, de liberté totale et en accord parfait avec le patron du Seuil à l'époque, Michel Chodkiewicz. Et puis voilà, le patron change et le nouveau change la donne. Donc voilà, une maison d'édition, c'est pas un nom, c'est pas une plaque sur une façade, ce sont des êtres humains. Ou 2 ou 3 êtres humains, ou plus, qui sont l'âme de cette maison et qui sont ce rôle de courroie, déjà de transmission entre le roman qu'on a en soi et celui qui va voir le jour, et puis ensuite entre le papier et les libraires et les lecteurs. Donc le Seuil avait une âme dont tu viens de parler. Qui s'appelait, tu te retrouves avec moi, Jean-Marc Roberts. Exactement, oui. Et tu te retrouves avec Albin Michel qui en a 2. Francis Esménard et Richard Ducousset. Ouais. Non, c'était un moment... Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans un roman, les personnages, à un moment donné, demandent à venir. Ils tapent à la porte et ils s'imposent. En général, ce sont des personnages de fiction qui me font ça. Et là, non, c'est les gens de la réalité, même si, vu à travers mes yeux, ils deviennent mes personnages. D'ailleurs, Richard Ducousset, mon éditeur d'Albin Michel... qui j'envoie bien sûr qui lit le livre et qui me cette réponse extraordinaire, il m'a dit merci, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans le détail intime de la dédicace que je lui avais faite, mais il me dit, l'éditeur dit merci et il dit moi combien tu proposes pour cette utilisation amicale de mon personnage. Et ce quoi je lui réponds qu'il est trop cher à mon cœur pour que ce soit dans mes moyens. Mais voilà, il y a un rapport avec un éditeur, ça passe par des tensions, par des conflits, par des malentendus et par une affectivité absolument indispensable, enfin en ce qui me concerne. Je suis pas un homme qui marche par les tensions, les rapports de force, même s'il faut en passer par là aussi pour ne pas laisser perdre l'essentiel et ne pas renoncer à ce qui est important à nos yeux. Mais voilà, les grandes histoires d'amitié avec ces éditeurs sont essentielles à ma vie d'auteur. Quelle est selon toi la qualité première d'un bon éditeur ? C'est d'être un caméléon formidable, c'est-à-dire d'être qu'un auteur comme moi ait l'impression que voilà, il est totalement en phase avec moi et que tel consoeur, tel confrère disent la même chose, alors en étant le plus différent possible. Et ça qui est fascinant. Un bon éditeur est un caméléon. C'est qui sait à la fois se plier au caractère, aux exigences, aux défaillances et aux forces de son auteur. Il y a des auteurs, et pour ça il faut une grande souplesse, une grande faculté d'adaptation. Il y a des auteurs qui ont besoin qu'on leur tienne la main tout le temps, qu'on les complimente, qu'ils font lire toutes les 10 pages, faut qu'on les rassure. Moi c'est le contraire, je donne quand j'estime que c'est fini et je recueille les retours, j'en tiens compte ou non. Généralement, même quand je me braque au départ, il y a toujours quelque chose. Le deuxième temps, j'analyse. C'est très dur d'avoir un. Pour ça, ce qu'on recherche chez un auteur, c'est la précision aussi. De dire, tiens, là, il y a peut-être une longueur. Ah ouais, sympa, merci. Hein. Et elle est où exactement? Oui, je sais pas. Il y a cette merveilleuse réponse d'Hitchcock à ce problème de longueur. Il y a une scène dans la corde où il attend une visite et puis il reçoit la personne et tout le monde dit oh, cette scène elle est trop longue, il faut la couper. Alors il essaie de couper et
Et plus il la coupe, et plus les producteurs la trouvent longue. Ok, il rétablit toute sa scène, et juste au moment où on a sonné, et avant d'ouvrir la porte, il ouvre un tiroir, dans ce tiroir il y a un pistolet. Il referme et le tiroir, il va ouvrir la porte. À partir de là, le spectateur se dit à quel moment est-ce qu'il va sortir le pistolet, il va se passer quoi? Donc il écoute d'une manière différente. Donc ça, c'est très très important pour les auteurs de savoir que un problème de longueur n'est pas forcément une question de nombre de lignes ou de pages, mais une question d'enjeu manquant, une question de lignes de force qu'il faut ajouter. On règle parfois les problèmes de longueur en ajoutant des choses au lieu d'en retrancher. Et dans le même esprit, Hitchcock racontait à Louis Malle qu'une scène pouvait être indéfiniment longue à partir du moment où il y a un serpent ou un scorpion sous le lit. Oui, ben voilà, ça aussi. Ou le pistolet dans le tiroir, il y a des variantes. Hein. Tu as eu le prix Goncourt en 1994 avec Un aller simple. Est-ce que, rétrospectivement, ça a été une aide jusqu'à aujourd'hui ou un poids? Jamais un poids. Un cadeau formidable. Là, je parle vraiment de mon expérience personnelle, parce qu'il y en a pour qui ça a été un poids, une épreuve terrible, parce que c'est dur de se remettre du Goncourt souvent. Oui, puis tu l'as eu assez jeune. Le grand piège, j'avais 34 ans. Moi, oui. J'avais la chance d'avoir déjà un public fidèle, donc c'est pas... Il y a des auteurs qui l'ont eu pour leur tout premier livre, et ça a été très très dur d'avoir cette consécration, ce nombre de lecteurs gigantesque, et après de se retrouver à la case départ. Ma case départ, elle était déjà un peu peuplée, donc l'après-Goncourt, pour moi, c'est très bien passé. Généralement, le livre d'après, c'est un peu un livre maudit, parce que voilà, le Goncourt, c'est Miss France, il y a une couronne qui change de tête chaque année, et puis, et là, La vie interdite, justement, que j'ai publié après Un aller simple, après le Goncourt, a été un de mes plus gros succès critiques et publics. Donc j'ai un peu échappé au syndrome du livre maudit d'après le Goncourt. Et puis surtout, je n'ai rien changé à ma façon de vivre ni à ma façon d'écrire, si ce n'est que on est tellement pris par les interviews, les Tours de France, les Tours du Monde et tout, qu'on ne peut pas écrire, moi qui ai la chance physique de pouvoir écrire une dizaine d'heures par jour. Là, non, je ne les avais pas. Mais j'avais quand même du temps. Ce n'est pas une question de nombre d'heures, c'est une question de trouver l'espace. Et quand on a besoin de trouver cet espace, on le trouve. Parce qu'il y a les transports, il y a les avions, il y a les trains, il y a les attentes, tous les moments creux de la vie. Lorsqu'on est propulsé par une histoire qui a besoin de voir le jour, vous mettez à profit toutes ces zones d'ennui qui vous accablent sinon dans le quotidien. Donc ça, c'est cadeau. Raison pour laquelle je ne m'arrête jamais d'écrire. Parce que sinon, je ne connais pas l'ennui, mais je ne supporte pas de perdre mon temps pour rien, quoi. Dans ma vie, il y a la place que pour le travail, l'amour, l'amitié, le sport, les arbres, les vieilles voitures. Bon, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de monde. Donc, mais que l'essentiel, ce qui donne du plaisir et du plaisir à partager. Donc, voilà, tout ce qui est les charges mondaine, honorifique, la figuration intelligente, j'essaie de m'en abstraire le plus possible, parce que mon plaisir et mon but, mon enjeu n'est pas là. Donc, le lendemain du Goncourt, d'abord je me suis dit, je vais écrire le livre sur lequel je cale depuis une dizaine d'années, qui était justement La vie interdite, parce que je l'ai commencé à 17 ans et je n'avais pas les moyens narratifs ni humain, je pense, pour raconter cette histoire, tout le parcours de ce quincaillier qui meurt à la première phrase et qui raconte tout le reste. Donc, et là, je me dis, ok, j'ai ce cadeau extraordinaire, donc maintenant, je prendrai le temps qu'il faut. J'ai le temps, le seul luxe de l'argent, c'est le temps que ça vous donne. Vous n'êtes pas obligé de travailler tout le temps pour payer vos impôts, pour faire... Bon, donc... Et le lendemain, donc on se couche à 3h du matin après avoir fait la fête. J'avais à 7h du matin la première radio en direct. Je me réveille quand même, je dors 2 heures, quoi, à 5h, 5h30. Et symboliquement, je me mets au travail et je me mets à écrire. Je vais écrire une page et demie de La vie interdite. Mais j'ai pris rendez-vous
Et à partir de là, cette année du Goncourt, c'est de passer de manière extraordinaire entre, essayer d'être à la hauteur du cadeau qu'on vous fait, et faire honneur à l'honneur, servir la francophonie aussi. J'ai beaucoup voyagé en francophonie, au Liban, en Afrique, au Québec, bien sûr, parce que la voix de la langue française, c'est tellement important. Et on est tellement seul face à l'inertie des politiques que la situation n'a fait qu'empirer depuis. Mais à l'époque, on était encore beaucoup plus demandés. Nous, les auteurs de langue française. Est-ce que tu as l'impression j'ai fait que ce qu'il fallait faire sans ne jamais cesser de travailler, ce qui fait que je ne me suis pas perdu de vue. Et quand le prix Goncourt est revenu l'année d'après à Andrei Makine, je lui ai symboliquement... Figaro m'avait demandé de faire une lettre au Goncourt d'après moi, et une lettre de conseil au Goncourt. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai raconté à Andrei Makine, qui n'avait bien sûr pas besoin de ses conseils, tellement cet homme est d'une sagesse, d'une profondeur en plus de son talent. Mais voilà, non, ça n'a été qu'un très beau cadeau qui n'a jamais été une charge, et qui, en plus, dans le cadeau, j'intègre le fait que ça vous oblige toujours à mettre la barre plus haut. Déjà, je suis exigeant vis-à-vis de moi, mais... Voilà. Tu parlais de la francophonie à laquelle tu es très attaché et que tu connais bien. Est-ce que tu as le sentiment que la langue française est en danger dans le monde ? Oui, et pas que dans le monde. En France en premier lieu. Hein. C'est vrai que de concession en concession, de langage texto, de raccourci en raccourci, tout ça n'est pas grave si ça reste dans un secteur particulier. Mais lorsque ça déteint, surtout lorsqu'on se met à écrire des romans comme on fait des SMS ou des mails, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a quand même un danger d'appauvrissement, et des choses criminelles comme ces lois de simplification de l'orthographe. Mais quel mépris pour les étrangers qui sont donnés du mal à apprendre le français, à le parler mieux que nous. Et tout à coup, on le corrige. Non, justement, c'est plus la peine de faire tel accord, plus la peine de s'attaquer au génie de la langue, s'attaquer à ce qui est notre socle commun. Le langage est une patrie. Je suis un patriote du langage. Et tous ces Français de l'étranger, tous ces francophones et francophiles de l'étranger qui se sentent de plus en plus orphelins, lâchés. Je vais souvent au Liban, c'est une catastrophe. Et sans parler de pays comme la Russie, par exemple, où la lecture française était... La francophilie a été extraordinaire. Bon, après, les raisons politiques, les raisons autres compliquent le truc, mais ce n'est pas une raison pour abandonner tout ce que le français, la langue française, la littérature française véhicule, pas seulement des valeurs et des modèles, des exemples et des joies intellectuelles et de l'imaginaire brut, mais tout ce qui compose notre identité, notre vraie identité. Oui, une francophonie qui est présente en Russie de manière puissante depuis le 19e siècle. Ouais. Et on oublie souvent que tout le vocabulaire de la danse russe est du vocabulaire français, par exemple. Je vais te faire une confidence là, qui me remonte au cœur, là, parce que l'une des... Et déférence gardée, ne le prends pas mal, l'une des interviews les plus fortes, les plus marquantes que j'ai connues, c'est passé en prison. C'était à la prison de la Santé, où des bibliothécaires font, comme dans de nombreuses prisons, un boulot formidable, justement pour essayer de diminuer les tensions, de fédérer les liens déjà entre détenus et personnel pénitentiaire, autour de la lecture. Et là, je me retrouve assis sur un fauteuil comme celui-ci, dans un micro comme ça, avec là un intervieweur à côté de moi, et une salle où il y avait des détenus et des surveillants debout au fond. Et là, je suis interviewé par un gars de 23 ans, dont j'apprendrai après qu'il est russe, parce qu'il a zéro accent,
Il y a une connaissance de mes bouquins mais hallucinante, une finesse de lecture. Et je suis vraiment allé en prison avec tout le choc émotionnel inhérent à cette situation, les crispations immédiates, par exemple, les portiques qui ont du retard, c'est-à-dire ils arrivent avec une demi-heure de retard parce que il ne faut pas faire d'angélisme. Hein. Il y a des gens en prison, des personnels que ça agace, qu'on donne de la distraction, entre guillemets, même si elle est culturelle, entre guillemets, pour eux, aux détenus. Donc, voilà, il y a des agents pénitentiaires qui, eux, le souhaitent et d'autres non. Voilà, c'est le débat éternel de la vie. Et après ce moment de tension, l'état de grâce. Et je passe une heure à répondre aux questions de ce garçon, de ce détenu. Et évidemment, à la sortie, je dis, bon, il y avait quand même un peu d'accent, et je le remercie, et je lui demande, mais d'où vous tenez cette culture, cette langue? Il dit, je suis russe, et voilà, j'ai appris le français à l'école tout de suite, et j'ai lu plus de livres français que de livres russes encore, parce que ça énervait mes parents. Et puis, et voilà, après, je me suis retrouvé en France, et évidemment, c'est un peu délicat, mais je ne peux pas lui demander. Je dis, oui, pardon, mais pourquoi vous êtes là? Ce que vous avez fait? Et il me dit, c'est très simple, j'étais auto-entrepreneur, je suis venu créer mon entreprise en France, et puis voilà je dépose mes statuts, et puis je reçois ce que je dois payer, avant d'avoir, évidemment, mis en œuvre. Je dis, ok, donc c'est comme chez nous, quoi. C'est le racket d'État. Pour créer son entreprise, il a eu besoin d'avoir des fonds. Donc, il est allé détacher un distributeur de billets pour se servir. Vous voyez, cette logique que j'adore en tant que romancier. Je ne suis pas en train de trouver des excuses à cette forme de délinquance. Mais la logique absolument imparable avec laquelle il me parlait de mon pays, j'ai rien à répondre à ça. Si ce n'est que de souhaiter que son séjour se passe le mieux possible et après avoir payé sa dette à la société, il puisse arriver à créer son entreprise qui était en plus, je ne vais pas en parler là parce que ceci est lié de secret industriel, mais une idée absolument géniale. Donc voilà, c'est... je ne sais pas pourquoi je vous raconte, si je le sais, on parlait de la francophonie et tout à coup... le grand problème aujourd'hui de nos sociétés, c'est que oui, il y a des problèmes de délinquance, d'immigration, de tout ça. Bien sûr, il y a des mesures à prendre pour éviter les explosions, les tensions excessives, mais il y a aussi des cas particuliers à chaque fois qu'il ne faut jamais perdre de vue, quoi. Et voilà, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, grâce à la littérature, grâce à la langue française, qui m'a profondément marqué. Est-ce que la cause de la langue française est perdue? Et sinon, que faudrait-il faire? Parce que là, on vient de parler du problème. Quelles sont les solutions, selon toi? Les solutions, d'abord, pour qu'il y ait toujours l'envie de lire, il faut qu'il y ait des livres qui donnent envie. Et là, moi, je vais beaucoup dans les écoles. Et alors, c'est pas du tout ce qu'on vous raconte d'infos, plus personne ne lit. Non. D'abord, c'est à peu près toujours le même pourcentage. Sauf que la génération maintenant, depuis, je dirais, un peu moins de 10 ans, ils lisent de mieux en mieux. L'effet Harry Potter a d'abord recréé une génération de lecteurs qui ont apprécié l'effort de lecture. Ce sont des livres difficiles à lire, les Harry Potter. Encore plus difficiles que Stevenson, que les Jules Verne. Il faut s'accrocher, c'est très très riche et très complexe. Et les jeunes adorent, mais de la même manière que les jeux vidéo, si on s'intéresse un peu, pas aux jeux de guerre à la con, là, mais au vrai scénario de jeux vidéo, d'abord c'est tout hérité de la mythologie. Donc la mythologie, la culture grecque, on croit qu'elle est morte, mais pas du tout, elle vit dans les jeux vidéo. C'est tout construit sur le principe qu'on retrouve chez Platon, chez Aristophane, tout ça. C'est les thèmes du labyrinthe, de la captive à sauver, des points de vie que l'on gagne, du vieux sage qui est là pour vous aiguiller. En fait, on en revient à la fameuse formule de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, non, les lecteurs sont toujours là. Et les écrivains aussi. Je suis très heureux de présider un jury
d'écriture de nouvelles à Nice, qui est un concours ouvert aux enfants des écoles primaires, secondaires et jusqu'aux classes préparatoires. Et on a 200, 300 nouvelles chaque année. Les meilleures sont publiées dans un livre que les jeunes auteurs, peuvent dédicacer, comme nous-mêmes, au Salon du Livre. C'est un moment extraordinaire. J'aurais tellement aimé connaître ça quand j'étais un gamin romancier qui désespérait qu'on lui renvoie ses manuscrits par la poste. Et il y a des pépites avec un niveau qui monte d'année en année. Et c'est pas l'IA qui écrit ça, hein. Non, je suis pas du tout pessimiste sur les gamins qui se faufilent à travers des structures d'éducation nationale sur laquelle, là, je suis vraiment pessimiste. Mais il faut arrêter de déconner. Avec, le niveau d'instruction, le niveau est épouvantable, alors que l'énergie des profs ne demande qu'à être... Mais les programmes qu'on leur impose, mais c'est à se tordre là. Ah bon. Donc, il y a du boulot à faire, mais il y a ceux qui doivent s'en sortir parce qu'ils savent que la langue, c'est l'outil d'intégration numéro 1, c'est l'outil qui vous protège contre la solitude, l'incompréhension, c'est celle qui va vous permettre de déverser votre cœur et de créer des histoires qui seront beaucoup plus épanouissantes pour vous que la simple tenue d'un journal intime. Des parents qui viennent vers toi et qui te disent « Ah, on est désespéré, mon gamin ne lit que des mangas », qu'est-ce que tu leur réponds ? Il y a des mangas de qualité et il y a de la daube aussi, comme dans partout. Je veux dire, c'est une question... moi, jamais je jugerai un support comme... Il y a des bandes dessinées exceptionnelles, il y a des mangas que j'ai lus qui sont de très haut vol, et puis... il y a des choses appétissantes, mais le tout, c'est le discernement. Mais pour avoir le discernement, il faut aussi être passé par des choses médiocres, de manière à pouvoir définir le médiocre et l'excellent, et le moyen, puis surtout ceux qui nous parlent et ceux qui nous élèvent, nous distraient, nous interpellent, nous habitent. Je citais les mangas parce que, contrairement à ce qu'on croit, la plupart des mangas sont fondés sur des dramaturgies très shakespeariennes ou font appel à la mythologie et à tous les comme nœuds les jeux dramatiques. vidéo, oui, absolument. Ouais, Oui. Il y a une ligne de force culturelle là-dedans qui n'est pas à négliger. Et un bon lecteur de manga peut être aussi devenir un très bon lecteur de romans. Il ne faut pas pratiquer l'exclusion dans la culture à ce niveau-là. Il faut ne pas perdre de vue l'échelle des valeurs. On ne va pas crier au génie devant une daube parce qu'elle se vend à des millions d'exemplaires. Mais on ne va pas non plus déduire que c'est de la daube parce que ça se vend à des millions d'exemplaires. Donc, les idées préconçues, les a priori, les jugements à l'emporte-pièce comme ça, sont autant d'ennemis de la littérature que l'inculture ambiante ou les écrans omniprésents ou la déperdition du langage. Je voudrais qu'on revienne à ce super livre qui se lit tellement agréablement, L'Impasse des rêves, chez Albin Michel. Et tu disais il y a un instant, à peu de choses près, hein, je cite en substance, tu disais « J'ai besoin de savoir ce que mon livre me dit ». Que te dit ce livre ? Comme tu me disais que tu étais allé voir ce qu'il y avait à la fin, là, dans la note de l'auteur, ce qu'il ne faut jamais faire. Mais en parler donne envie de le faire. Tant pis, de toute façon, c'est foutu. Mais j'ai quand même prévu que, en me doutant que les lecteurs iraient voir la note, ça leur donne aucune réponse non, tout va bien. Non plus. Mais il vaut mieux lire dans l'ordre. Une phrase que dit celle qui a inspiré Anaïs, « Notre histoire est à toi, invente ce qui te paraît le plus vrai ». Toute ma démarche dans ce livre, ça a été ça, c'est-à-dire cette vérité du romancier à travers les émotions, les déductions, les interprétations des non-dits, les malentendus, arriver à travers toute cette jungle-là à
se frayer un chemin qui soit un chemin de vérité, d'authenticité et qui rende justice aussi. C'est une dimension importante du livre, ça aussi. 2-3 questions rituelles à présent. Quels sont les auteurs que tu admires ou ceux qui t'ont donné envie d'écrire? Alors, l'envie d'écrire, elle est vraiment venue d'abord de mon père qui me racontait des histoires depuis ma naissance, quoi. Donc l'imaginaire, le rire, tout ça, tout ce que ça provoque. Évidemment, ça m'a terriblement nourri, interpellé, et j'ai voulu faire pareil, et encore mieux, c'est-à-dire le faire pas à l'oral, où je pouvais pas rivaliser, mais à l'écrit. Donc l'envie d'écrire, c'est pas venu en lisant, c'est venu vraiment à l'oralité. Ensuite, celui qui m'a vraiment aussi appris à écrire, c'est Georges Brassens. Ces chansons, il y avait les disques de Brassens chez moi, je les écoutais quand j'étais tout seul, parce que j'avais cru comprendre que c'était pas pour les enfants. Et c'est comme ça qu'à 6 ans, je savais par cœur le gorille, et sans comprendre forcément toutes les paroles. Mais après, je le chantais avec un malin plaisir en famille, comme ça, et dans la cour de l'école. Et je voyais ce qui choquait, et j'adorais ça. Et puis ce qui est formidable chez Brassens, c'est les différents niveaux de langage, entre l'humour, le néologisme, la tournure classique, voire archaïque, dont la saveur nous fait retrouver le sens, même si on ne connaît pas le mot. Et cette jubilation, cette gourmandise, ce jeu des rimes, parfois les mots coupés en deux, qui servent de rime... mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Exemple comme ça, il y en a plein qui sont. Pour moi, l'écriture, c'est avant tout un travail de sonorité. Ce sont les sons qui créent les images. Je décris peu dans mes livres, mais je fais en sorte que, comme j'écris à voix haute, pour faire ce que Flaubert appelait son gueuloir, pour avoir le retour son, vérifier sur si les sonorités donnent les images et l'ambiance dont j'ai envie, l'humeur, la couleur. Et donc, voilà, je pense que le Brassens a un rôle vraiment très, très déterminant dans ce qui a été la construction de mon style. Et puis après, il y a eu des rencontres. Une fois que j'avais commencé à écrire tout ça, par exemple, je découvre Marcel Aimé. Et là, je dis, c'est génial. Ce que, intuitivement, ce vers quoi j'ai été porté, c'est-à-dire une sorte de réalisme fantastique, et ben voilà, il y a un vrai auteur, un adulte qui a fait ça, et ça marche terriblement. Donc c'est possible. Ça n'a jamais été un modèle paralysant. Au contraire, chez moi, l'admiration, c'est nourrissant, c'est stimulant. Voilà. Et puis Balzac, et puis tant d'autres, Cocteau, Gary, en particulier dans sa version Émile Ajar. Voilà. Avant-dernière question, quels sont tes rituels? Est-ce que tu écris comme Amélie Nothomb à 4h du matin? Est-ce que tu bois du thé, du café, du whisky? Est-ce qu'il te faut de la musique, un chat sur ton clavier? Alors, 4h du matin, c'est très rare. Il faut vraiment que je sois réveillé par quelque chose qui demande à être écrit. C'est mon heure fétiche, c'est plutôt 5h28. C'est l'heure qui est sur le réveil, ça. Et parfois, je négocie un petit peu plus, mais c'est très tôt le matin, de toute façon. Et puis, c'est jusqu'à extinction, sinon des feux, du moins du bonhomme, quoi. J'ai pu travailler jusqu'à 15h d'affilée. Alors, pas tout le temps au bureau. Généralement, je suis dans la forêt, donc je sors et je travaille dans ma tête. Ou alors, je suis au bord de la mer et je nage en travaillant dans ma tête. Bon, là, je peux pas prendre de notes, donc je grave dans le disque dur cérébral. Mais j'adore l'effort physique lié avec les connexions de l'imaginaire, le travail, le polissage de la phrase, tout ça. Voilà, je suis pas un auteur statique toujours au bureau. J'ai besoin de ce mouvement qui va alimenter la dynamique de création. On va terminer sur une question complètement anecdotique, mais vraiment très anecdotique. Il y a eu un moment où on t'a dit, en substance,
« Ah mais monsieur, vous pouvez pas être un grand écrivain qui s'appelle Didier Van Covelart, parce que personne va retenir ça, personne va savoir le prononcer. Comment aurais-tu pu t'appeler si tu avais écouté ces gens-là » Ah ben j'ai tenté de m'abréger, et je les ai écoutés un temps. Je le raconte dans l'Impasse des rêves, c'était Jean-Marc Roberts qui me dit « Voilà, c'est le seul problème... le texte, ça va, mais c'est le nom de l'auteur qui pose problème, parce que... voilà. Et là, bon, je suis partagé entre... volonté, déjà, j'ai eu du mal à imposer mon nom belge dans les cours de récréation niçoises. Et là, enfin, le rêve de ma vie, ma jeune vie se réalise par la publication. Il faudrait que je change de nom. Alors bon, trop de lettres, comme on disait. On avait dit à Mozart, trop de notes. Moi, c'était trop de lettres. Bon, alors j'essaie d'enlever L, A, E, R, T. Bon, on enlève le W, est-ce qu'il est utile, tout ça. Donc, j'essaie de m'abréger par tous les points. Et un jour, et à chaque fois, je fais des suggestions à mon éditeur pour qu'il les valide. Un jour, il en a eu marre. Il dit, écoute, les gens ont fini par s'habituer à Solzhenitsyn. Bon, ils feront pareil avec toi. Et ça a été le cas, quoi, modestement. Merci Didier Van Covelart. Donc, ce livre superbe qui s'appelle L'Impasse des rêves, et c'est aux éditions Albin Michel. Merci encore. Merci Frédéric.